Il parlait de moi, juste là, à 2 mètres. Il ne chuchotait même pas. Il parlait comme on parle d'un meuble qu'on va déplacer, d'un objet qu'on va donner, d'une présence qu'on s'apprête à effacer. Et moi, je restais assise dans le fauteuil, près de la fenêtre, avec mon tricot sur les genoux, comme si mes mains et mon silence suffisaient à me rendre invisible. Sandrine avait cette voix posée, efficace, une voix de décision. Julien répondait par petites phrases, fatigué, comme un homme qui veut surtout que tout se règle vite, sans heurts, sans cris. Je reconnaissais ce ton. Celui qu'on prend, quand on croit faire ce qu'il faut. Sandrine disait qu'il fallait anticiper. Qu'à mon âge, on ne pouvait plus laisser les choses au hasard. Qu'il y avait des démarches. Une organisation. Elle parlait de mon courrier, de mes papiers, de mes comptes. Elle parlait de mon corps aussi, sans le dire. De ma lenteur. De ma mémoire. De ce que je devenais, dans leur bouche, un problème. Julien a dit oui, plusieurs fois. Pas avec conviction, avec soulagement, comme si dire oui le débarrassait d'un poids moral. Je n'ai pas bougé. J'ai fixé la pluie derrière la vitre. Il pleuvait ce jour-là, une pluie fine, continue, qui donne aux rues une couleur de cendre. La pluie a toujours eu sur moi un effet étrange. Elle calme et elle réveille à la fois. Et pendant qu'il discutait de mon effacement, j'ai senti, très nettement, quelque chose se lever en moi. Pas une colère explosive. Une lucidité froide. Je les entendais parler de tutelle, de curatelle, de dossiers à monter. Sandrine prononçait ces mots comme on prononce des mots modernes, pratiques. Elle disait qu'on ne pouvait pas attendre que je fasse une bêtise, qu'il fallait me protéger, qu'il fallait protéger la famille, surtout. Ex-que Dieu, je me suis surprise à sourire, sans joie. Protéger la famille. On prononce souvent ce mot, famille, au moment précis où l'on commence à trahir. Il croyait que je n'écoutais pas. Il croyait que, parce que je ne protestais plus, j'avais cessé de comprendre. Il ne savait pas ce que je savais. Il ne savait pas ce que j'avais conservé au fil des années, dans un endroit où personne ne pense à chercher. Sandrine a proposé de faire les choses proprement. Elle a dit qu'on prendrait rendez-vous chez un médecin pour établir. Elle a dit qu'ensuite, on verrait un notaire. Julien a ajouté qu'il fallait vendre la maison, ou au moins réorganiser. Il a dit que je serais bien, dans un studio ou dans une résidence, avec des activités, comme s'il parlait d'un chien, qu'on emmène dans un endroit où on s'en occupera à sa place. Je me suis tournée lentement vers eux. Ils se sont arrêtés net, comme si ma voix intérieure s'était matérialisée. Sandrine a souri, trop vite. Elle m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Un thé, peut-être. Un plaid. Je l'ai regardé vraiment, pour la première fois depuis longtemps, sans chercher à lui plaire, sans chercher à préserver une harmonie qui n'existait plus que pour moi. J'ai dit non, et j'ai repris mon tricot, comme si de rien n'était. Ce geste a eu sur elle un effet étrange. Elle n'a pas compris. Elle a cru que j'étais docile, que je me repliais. Elle a cru qu'elle avait déjà gagné. Ils ont repris leur conversation, mais plus bas, plus prudemment. Trop tard. J'avais tout entendu. Et, plus important encore, j'avais compris. Ce soir-là, quand la maison a retrouvé son silence, je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. J'ai sorti mon petit carnet ligné, celui que je garde au fond d'une boîte, derrière des papiers, sans valeur apparente. Je l'ai ouvert à une page ancienne. J'y avais noté une phrase de Sandrine, des années plus tôt, dans un couloir, quand elle croyait que je n'étais pas là. Elle avait dit à Julien qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que les vieilles ne lisent jamais ce qu'elles signent, qu'elles font confiance, qu'elles ont peur d'être seules. J'ai relu la phrase plusieurs fois. Puis, j'ai pris un stylo et j'ai écrit la date du jour. J'ai écrit ce que j'avais entendu cet après-midi, mot pour mot. J'ai écrit aussi ce que j'avais ressenti, cette sensation de devenir une ombre dans ma propre maison. Ensuite, je suis allée vers la commode. J'ai tiré doucement le tiroir du bas. Sous des draps pliés, j'ai glissé la main jusqu'à toucher une enveloppe Kraft. Épaisse, pesante. Une enveloppe que je n'avais presque jamais ouverte depuis la mort d'André. Là, quand André est parti, il m'avait laissé peu de choses. Des vêtements, des outils, des souvenirs. Mais il m'avait laissé, surtout, une phrase.
Une phrase qu'il avait prononcée un soir, alors que nous parlions de Julien, de l'avenir, de ce qui arrive parfois dans les familles quand l'argent et la fatigue se mélangent. Il m'avait dit de conserver une copie de tout, de garder une preuve, de garder mon nom à l'abri, parce que, tôt ou tard, on essaie toujours de prendre ce qu'on croit acquis. Je n'avais pas cru. Pas vraiment. J'avais hoché la tête pour lui faire plaisir, comme on rassure un homme inquiet. Et puis j'avais fait ce qu'il disait, par amour, par habitude, sans imaginer que cela me sauverait. Dans cette enveloppe, il y avait des copies, des actes, des courriers. Il y avait aussi une lettre, déposée chez le notaire, que j'avais récupérée après sa mort. Une lettre écrite de sa main, courte, claire, sans pathos. Une lettre qui disait où était ma place, légalement et moralement, dans cette maison. Je n'avais jamais montré cette lettre à Julien. Je ne voulais pas blesser mon fils, ni lui rappeler que tout n'était pas simple. Je croyais que la confiance suffisait. Je me suis assise au bord du lit, avec l'enveloppe sur les genoux. J'ai senti, pour la première fois depuis des années, une stabilité intérieure. Comme si quelque chose en moi se redressait. Il parlait de moi comme si je n'existais déjà. Plus, comme si j'étais déjà partie. Comme si je ne pouvais plus décider. Alors j'ai décidé, dans ce silence de chambre, avec la pluie qui frappait doucement contre le volet, que j'allais redevenir réelle. Pas en criant, pas en suppliant, en agissant, en retrouvant mes droits, un par un, en organisant mon départ, si nécessaire, mais selon mes conditions, en reprenant mon nom dans ma bouche, dans mes papiers, dans mes signatures. Je suis restée longtemps assise, la lettre d'André dans une main, mon carnet dans l'autre. 2 objets simples. 2 preuves. 2 formes de mémoire. Et j'ai compris ceci. L'effacement commence quand on accepte de n'être qu'un sujet de conversation. Il s'arrête le jour où l'on redevient l'auteur de sa propre vie. Quand je replonge dans ma vie d'avant, celle d'avant Sandrine, d'avant les chuchotements et les décisions prises sans moi, je revois surtout une femme qui n'a jamais compté ses efforts. Pas par héroïsme, par nécessité, par amour, par habitude aussi. Je me suis mariée jeune. André n'était pas un homme de grand discours, mais il avait cette droiture tranquille qui rassure. Nous avons construit notre vie lentement, sans raccourci. Un salaire, puis 2, des fins de mois surveillées, des projets modestes, mais sincères. Je n'ai jamais rêvé de luxe. Je rêvais de stabilité, d'un foyer où l'on se sent à sa place. Quand Julien est né, tout s'est organisé autour de lui. Mes journées, mes choix, mes renoncements. Être mère, pour moi, n'était pas un rôle, c'était une évidence. J'ai appris à faire passer mes besoins après les siens, sans même y penser. Cela me semblait naturel. On ne m'avait jamais appris autre chose. Les années ont passé ainsi. Travail, maison, repas, lessive, devoirs. André travaillait dur. Moi aussi, chacun à sa manière. Quand il rentrait le soir, fatigué, je savais reconnaître ses silences. Nous parlions peu, mais nous savions être ensemble. C'était suffisant. La maison est arrivée tard dans notre vie. Une maison simple, mais solide. J'ai encore en mémoire, le jour de la signature, ce mélange de fierté et de peur. Nous avions enfin quelque chose à nous. Pas seulement des souvenirs, mais des murs. J'y ai tout investi, pas seulement de l'argent, du temps, de l'attention, des gestes quotidiens. Cette maison, je ne l'ai jamais considérée comme un bien. C'était notre ancrage. Puis André a eu son accident. Une chute bête, mais lourde de conséquences. Il n'a plus jamais été tout à fait le même. Les douleurs, la fatigue, la perte de confiance. J'ai pris le relais sans me poser de questions. Plus d'heures, plus de responsabilités. Je ne me suis jamais plainte. Je pensais que c'était cela. Aimer. Quand André est mort, le silence a pris une autre forme. Un silence définitif. Julien était déjà adulte, mais je me suis accrochée à lui, comme à une bouée. Je voulais rester utile, présente. Je croyais que ma place était acquise pour toujours. Julien a fait des études, a construit sa carrière. J'étais fière. Vraiment. Chaque réussite était pour moi une victoire silencieuse. Je ne demandais rien en retour, seulement une place, même discrète. Quand il a rencontré Sandrine, j'ai voulu l'accueillir sans méfiance. Elle était différente de moi, plus assurée,
plus moderne. Elle parlait vite, décidait vite. Je me suis dit que c'était normal. Les générations changent. J'ai fait des efforts pour m'adapter. Au début, elle était polie, distante, mais correcte. Elle observait beaucoup. Elle posait des questions sur la maison, sur les habitudes, sur les papiers. Je répondais sans arrière à penser. J'avais toujours vécu sans cacher quoi que ce soit. Je n'ai pas vu, ou je n'ai pas voulu voir, que quelque chose se déplaçait. Lentement, insensiblement. Ma place devenait moins évidente. Mes habitudes devenaient des manies. Mes souvenirs, des objets encombrants. Je continuais pourtant à donner, à aider, à m'effacer quand il le fallait. Je croyais que l'amour familial fonctionnait comme un capital accumulé, qu'après tout ce que j'avais donné, je serais protégée. Je n'avais pas compris que, pour certains, le passé n'a aucune valeur s'il gêne le présent. Avec le temps, j'ai commencé à sentir une fatigue nouvelle, pas celle du corps, celle de devoir justifier chaque geste, de ne plus savoir si j'avais le droit de faire comme avant. Je n'osais pas encore mettre des mots dessus. Je pensais que cela passerait. Je me trompais. Ce que je vivais n'était pas une simple adaptation. C'était le début d'un effacement. Lente, discret, presque poli. Et parce que j'avais toujours appris à tenir, à encaisser, à ne pas déranger, j'ai laissé faire. Je n'imaginais pas encore jusqu'où ce glissement me conduirait. Les premiers signes de rejet ne se sont pas annoncés par des cris ni par des affrontements. Ils se sont installés doucement, presque avec politesse, comme une mauvaise habitude que l'on excuse, parce qu'elle ne fait pas encore trop mal. Au début, Sandrine ne me parlait jamais directement. Elle passait par Julien. Une remarque glissée à table, un soupir appuyé quand je faisais quelque chose à l'ancienne. Un regard échangé au dessus de ma tête. Je sentais que quelque chose se disait sans moi, mais je faisais semblant de ne rien voir. Je pensais préserver la paix. Elle a commencé par corriger la manière de ranger la cuisine, de plier le linge, de préparer les repas. Elle se disait que ce n'était pas une critique, seulement une suggestion. Elle parlait de modernité, d'efficacité. J'ai changé mes gestes, peu à peu. Je me suis adaptée. Je voulais être facile à vivre. Puis il y a eu des remarques sur mon rythme. Trop lente. Trop matinale. Pas assez organisée. Elle disait cela avec un sourire, comme si elle s'inquiétait pour moi. Julien acquiesçait parfois, distraitement. Son silence pesait plus lourd que ses mots. J'ai commencé à faire attention à tout. À mes déplacements dans la maison, à la façon dont je fermais une porte, à l'heure à laquelle je me levais. Je me sentais invitée, dans un lieu qui avait pourtant été le mien. Chaque geste devenait une question. Est-ce ce que je dérange? Est-ce ce que je fais bien? Les repas sont devenus des moments étranges. Sandrine parlait beaucoup. De projets, de chiffres, d'avenir. Julia l'écoutait, intéressée. Moi, je restais là, présente mais absente. Quand je prenais la parole, on m'interrompait gentiment. On terminait mes phrases à ma place. On riait parfois, comme si j'étais devenu un personnage attendrissant. Mais un jour, Sandrine a dit devant Julien que je répétais souvent les mêmes choses. Elle a ri en ajoutant que c'était normal à mon âge. Julien a souri, mal à l'aise. Je me suis sentie rougir. Je savais que ce n'était pas vrai, pas encore. Mais le doute s'est installé, et le doute est une arme redoutable. À partir de là, j'ai commencé à noter. Pas par méfiance, par besoin de me rassurer. Je notais les rendez-vous, les petites choses à faire, les phrases importantes. J'avais peur d'oublier, peur de donner raison à ce qu'il suggérait sans le dire. Il y a eu aussi les objets, des choses qui disparaissaient ou changeaient de place. Une photo déplacée, une vieille nappe rangée, pour plus tard. Un carton de souvenirs qu'on m'a demandé de trier parce qu'il prenait trop de place. Sandrine parlait d'ordre. Moi, je ressentais une perte diffuse, comme si l'on effaçait doucement les traces de ma vie. Une fois, j'ai retrouvé une lettre d'André dans un sac destiné à être jeté. Je l'ai récupérée sans rien dire. La honte m'a traversée. Pas la honte d'eux. La mienne, celle d'avoir laissé faire. Julien ne disait rien. Il évitait le conflit. Il préférait croire que ce n'était pas grave, que je m'adaptais. Son silence me blessait plus que les paroles de Sandrine. J'aurais voulu qu'il me regarde vraiment, qu'il se souvienne. Peu à peu, Sandrine a commencé à parler de moi comme si je n'étais pas là. Elle disait ta mère en parlant à Julien.
même quand j'étais dans la pièce. Elle évoquait mes habitudes, mes oublis supposés, mes limites. Elle construisait une image de moi qui ne me ressemblait pas, mais que Julien finissait par accepter. Mais je me suis mise à m'excuser souvent, de prendre de la place, de poser des questions, de raconter des souvenirs. J'avais peur d'être de trop. Je pensais que me faire petite me protégerait. Un jour, Sandrine a dit que la maison était grande pour une personne comme moi. Elle parlait d'optimisation, de logique. Elle a évoqué l'idée qu'un studio serait plus adapté. Si Julien n'a pas répondu, son silence a fait plus de bruit que n'importe quelle phrase. Ce soir-là, je me suis sentie profondément seule. Pas seule comme après la mort d'André. Seule au milieu des miens. Une solitude froide, sans larmes. J'ai compris que je n'étais plus perçue comme une personne, mais comme une situation à gérer. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire autrement. Plus précisément. Je notais les phrases exactes, les dates, les regards. Je ne savais pas encore pourquoi. Je sentais seulement que je devais garder une trace. Pour moi. Je continuais pourtant à aider, à garder la petite fille, à rendre service, à être disponible. Je pensais encore que l'utilité me protégerait. Mais plus je donnais, plus ma présence semblait acquise. Et plus ma parole perdait de sa valeur. Sandrine ne criait jamais. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que l'usure est plus efficace que la violence. Que répéter doucement les mêmes choses finit par convaincre, même la personne visée. Un soir, en me couchant, j'ai réalisé que je n'avais exprimé aucun désir depuis des mois. Pas une envie personnelle. Pas une préférence. Ma vie était devenue une suite de réactions aux décisions des autres. Je me suis demandé quand j'avais cessé d'exister pour eux autrement que comme un problème potentiel. Et surtout, pourquoi j'avais accepté cela si longtemps. Je ne le savais pas encore. Mais ce silence que je croyais subir était en train de devenir quelque chose d'autre. Une observation attentive. Une mémoire en construction. Et un jour, cette mémoire allait parler. La goutte d'eau n'est jamais un grand fracas. Elle arrive sans prévenir, dans un moment banal, presque insignifiant. Et pourtant, elle change tout. Ce jour-là, la maison était calme. Trop calme. Julien et Sandrine étaient sortis ensemble, chose rare en semaine. J'étais seule, assise dans le salon, avec cette impression étrange d'occuper un espace qui n'était déjà plus tout à fait le mien. J'ai décidé de ranger un peu, pour m'occuper l'esprit. En ouvrant le buffet, j'ai tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Un tiroir n'était pas à sa place. Pas ouvert, franchement. Non. Légèrement décalé. Assez pour que je le remarque. J'ai ressenti une crispation immédiate, une intuition sourde. Je connais mes habitudes. Je sais comment je ferme les choses. J'ai tiré le tiroir. Les papiers étaient mélangés. Trop bien rangés pour être le fruit du hasard. Certains documents étaient déplacés, d'autres manquaient. J'ai cherché calmement d'abord, puis avec une inquiétude croissante. Mon acte de propriété n'était plus là. Je me suis assise, le cœur battant. J'ai tenté de respirer lentement, de ne pas céder à la panique. J'ai regardé autour de moi comme si la pièce allait m'expliquer ce qui se passait. Puis j'ai aperçu une enveloppe posée sur la table. Une enveloppe officielle. Déjà ouverte. Mon nom figurait dessus. J'ai compris avant même de lire. Il s'agissait d'un courrier bancaire. Un prêt. Un montant important. Le nom de Julien apparaissait clairement. Et plus bas, une mention qui m'a glacée. Garantie sur bien immobilier. Mon bien. J'ai tourné la page. Il y avait une copie de mon titre de propriété. Et une procuration. Ma procuration. Ou plutôt une signature qui ressemblait à la mienne, sans l'être vraiment. Et dit trop droite. Trop assurée. Une imitation. À cet instant précis, je n'ai plus ressenti de doute, ni de confusion. Seulement une certitude froide. Ils n'étaient pas en train de réfléchir à mon avenir. Ils agissaient déjà contre moi. Je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert mon sac. Ma carte d'identité n'y était pas. J'ai fouillé lentement, méthodiquement. Je l'ai retrouvée plus tard, rangée dans une pochette plastique, dans un tiroir qui n'était pas le mien. Ce détail, plus que tout le reste, m'a fait trembler. On ne déplace pas les papiers d'une personne par erreur. Quand Sandrine est rentrée, j'ai posé les documents sur la table, bien visibles. Elle a jeté un coup d'œil rapide, puis a levé les yeux vers moi avec un sourire tendu.
Elle a demandé ce que c'était, d'un ton faussement léger. Je lui ai répondu que j'attendais qu'elle m'explique. Julien est entré à son tour. Il s'est figé en voyant l'enveloppe. Son visage s'est fermé. Il savait. Sandrine a parlé la première. Elle a minimisé. Elle a dit que c'était administratif, que Julien montait un projet, que je ne devais pas m'inquiéter. Elle parlait vite, trop vite. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement demandé pourquoi ma signature avait été utilisée. Pourquoi mes papiers avaient quitté leur place. Pourquoi on avait engagé ma maison sans m'en parler. Le silence est tombé brutalement. Julien a tenté de dire que c'était pour m'aider. Toujours cette formule. Pour moi. Comme si l'on pouvait voler quelqu'un pour son bien. Sandrine a changé de ton. Elle a parlé de confusion, de fatigue, de mon âge. Elle a laissé entendre que je pouvais me tromper. Ce mot, fragile, qu'elle utilisait depuis des mois, est revenu dans sa bouche. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement une affaire d'argent. C'était une tentative d'effacement légal. On préparait le terrain. On construisait une histoire où je n'étais plus apte à décider. Je suis allée chercher mon carnet, je l'ai ouvert. J'ai lu à voix haute une phrase notée 2 ans plus tôt, mot pour mot, datée. Une phrase prononcée par Sandrine dans le couloir quand elle croyait que je n'étais pas là. Julien est devenu livide. Sandrine s'est tue. Je ne cherchais pas à les accuser. Je voulais qu'ils comprennent que je voyais clair, que je n'étais pas absente, que je n'étais pas effacée. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai relu toutes mes notes. J'ai rangé les documents dans une enveloppe épaisse, et j'ai écrit une phrase, lentement, avec une précision nouvelle. Il ne s'agissait plus de petites humiliations. Il s'agissait d'une injustice insupportable. Et je ne serais plus une victime. Les nuits qui ont suivi ont été agitées, mais étrangement lucides. Je dormais peu, par fragments, comme si mon esprit refusait de lâcher prise tant que tout n'était pas clair. Quand je fermais les yeux, je revoyais la signature imitée, les papiers déplacés, les mots prononcés avec tant de légèreté. Et chaque fois, la même pensée revenait. Ce n'était pas une erreur, c'était une intention. Je me levais souvent avant l'aube. La maison était silencieuse, figée dans une immobilité presque solennelle. Je faisais du thé, toujours le même geste, précis, rassurant. Puis je m'asseyais à la table de la cuisine, face à la fenêtre encore sombre. À cette heure-là, personne ne me demandait rien. Personne ne parlait à ma place. C'était le seul moment où je me sentais pleinement présente à moi, à même. Je repensais à tout ce que j'avais laissé passer, aux remarques déguisées en conseils, au silence de Julien, à mon propre renoncement, répété si souvent qu'il m'avait semblé normal. Je ne me jugeais pas avec dureté, j'essayais seulement de comprendre à quel moment l'amour avait cessé de me protéger. 2 voix se répondaient en moi. L'une me murmurait qu'il fallait partir, tout laisser derrière, éviter le conflit, préserver ce qu'il restait de lien avec mon fils. Elle parlait de fatigue, d'âge, de solitude. Elle me rappelait tout ce que je risquais de perdre si je résistais encore. Alors, l'autre voix, plus calme, plus profonde, me disait que partir sans rien faire serait une autre forme de disparition. Que me taire après ce que j'avais découvert reviendrait à accepter l'effacement qu'il préparait. Cette voix-là ne criait pas. Elle posait simplement une question. Comment continuer à vivre en sachant que je n'avais plus le contrôle de mon nom, de mes biens, de mes décisions? Je priais parfois, sans mots précis. Pas pour qu'il change, mais pour rester droite, pour ne pas laisser la peur guider mes gestes. J'avais compris que la colère me ferait perdre en crédibilité, que les larmes seraient interprétées comme une preuve de faiblesse. Il me fallait autre chose, de la clarté. Alors j'ai commencé à organiser mes pensées comme on organise un dossier. J'ai relu mon carnet depuis la première page. Les dates, les phrases exactes, les faits. Tout prenait soudain une cohérence nouvelle. Ce que je croyais être des maladresses formait un enchaînement. Lent, discret, mais structuré. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seulement une femme blessée. J'étais une femme qui avait observé, qui avait noté, qui avait conservé. Non, j'ai pris une feuille à part et j'ai commencé à lister ce qu'il fallait faire. Vérifier, protéger, comprendre. J'ai rassemblé mes papiers essentiels dans une enveloppe épaisse. Je ne l'ai pas laissé dans un tiroir, ni dans une armoire. Je l'ai caché dans un endroit insignifiant, presque absurde, mais sûr.
un endroit où personne n'irait fouiller. Ensuite, je me suis renseignée. Lentement, méthodiquement. J'ai lu des articles, des documents officiels. J'ai appris des mots que je n'avais jamais voulu connaître: abus de faiblesse, procuration, révocation, capacité juridique. Chaque terme me faisait un peu peur, mais aussi un peu de bien. Parce que nommer les choses, c'est déjà reprendre du pouvoir. Plus je lisais, plus une évidence s'imposait. Je n'étais pas démunie. J'avais des droits. Simples, clairs. Et surtout, ils ne pouvaient pas m'être retirés sans que je l'accepte. Cette découverte a changé quelque chose en moi. Pas une exaltation, une solidité. Je n'étais plus dans l'attente. J'étais dans la préparation. J'ai pensé alors à Mireille, une amie de longue date. Une femme discrète, qui avait traversé ses propres tempêtes sans bruit. Je l'ai appelée un matin, très tôt, avant que la maison ne s'éveille. Ma voix tremblait un peu, mais je suis allée à l'essentiel. Je lui ai dit que quelque chose n'allait pas, que j'avais besoin de parler à quelqu'un de fiable. Elle m'a écoutée sans m'interrompre, sans dramatiser. À la fin, elle m'a simplement dit que je devais consulter un notaire. Pas pour attaquer, pour comprendre, pour mettre de l'ordre. L'idée m'a d'abord effrayée. Le notaire représentait pour moi les moments graves, les achats, les héritages, la mort. Mais j'ai compris que c'était précisément là que je devais aller, là où les choses se disent clairement, sans affect, sans pression familiale. De retour à la maison, j'ai repris mon rôle. J'ai souri. J'ai répondu vaguement. J'ai continué à rendre service. Sandrine m'observait, méfiante, mais rassurée par mon apparente docilité. Julien semblait soulagé que je ne fasse pas de scandale. Il croyait que la tension était retombée. La nuit, pourtant, je ne tournais plus en rond. Je pensais avec précision. Chaque peur était examinée, chaque doute remis à sa place. Je ne cherchais plus à sauver une relation. Je cherchais à me sauver moi-même. Un soir, en refermant mon carnet, j'ai ressenti une chose nouvelle. Une paix fragile, mais réelle. Rien n'était encore réglé. Mais je savais désormais que je n'étais plus coincée entre la peur et l'amour. Je m'étais engagée sur un autre chemin. Un chemin étroit, exigeant, mais juste. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus victime des événements. Je me sentais en train de me préparer. La préparation de ce que je n'appelais pas encore une revanche s'est faite sans éclat, sans précipitation. J'avançais comme on marche sur un sol fragile, en testant chaque pas avant d'y poser tout mon poids. Je ne voulais rien laisser au hasard, surtout pas mes émotions. J'ai pris rendez-vous chez un notaire un mardi matin, à une heure creuse. J'ai dit à Sandrine que j'avais un contrôle médical. Elle a hoché la tête, tout haut, satisfaite de me voir toujours aussi transparente. Julien n'a rien demandé. Leur confiance dans mon effacement était totale. Mais le cabinet était sobre, presque austère. Des dossiers rangés avec rigueur, une odeur de papier ancien et de bois ciré. Le notaire m'a écouté longtemps. Pas seulement ce que je disais, mais la manière dont je le disais. Je lui ai montré mon carnet, les copies des documents, la procuration douteuse. Il n'a pas semblé étonné. Il m'a dit que ces situations étaient plus fréquentes qu'on ne le croit. Il m'a parlé de droit, de protection, de procédure. Des mots simples, clairs, sans dramatisation. Il m'a expliqué que la maison m'appartenait pleinement, que personne ne pouvait en disposer sans mon accord, que les procurations pouvaient être révoquées, que les comptes pouvaient être sécurisés, que la loi existait aussi pour des femmes comme moi. Je suis sortie de ce rendez-vous avec une sensation étrange, un mélange de fatigue et de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'avait parlé comme à une personne capable de décider. Les semaines suivantes, j'ai avancé étape par étape. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une agence éloignée de mon quartier. J'y ai transféré mes économies progressivement, sans geste brusque. Je ne voulais pas éveiller de soupçons. J'ai changé mes habitudes, mes mots de passe, mes correspondances. Chaque détail comptait. J'ai révoqué toutes les procurations existantes. Officiellement, par courrier recommandé, avec des accusés de réception soigneusement conservés. Chaque enveloppe envoyée était une pièce retirée de l'édifice qu'il tentait de construire autour de moi. La décision la plus difficile a concerné la maison.
J'y ai réfléchi longtemps. Chaque pièce portait une trace de ma vie passée. Oh, mais je savais aussi qu'elle était devenue le centre de leur convoitise. Tant qu'elle restait là, je restais une cible. Alors j'ai décidé de la mettre en vente. Pas par colère, par lucidité. Le notaire a organisé les démarches avec discrétion. Les visites se faisaient quand Sandrine était absente. Je disais que je voyais une amie. Julien ne s'en inquiétait pas. Il croyait la situation figée. Il se trompait. Signer le mandat de vente a été un moment difficile. J'ai ressenti une tristesse sourde, mais aussi un soulagement inattendu. Comme si je retirais une pierre trop lourde de mon dos. La maison cessait d'être une prison potentielle. Elle redevenait un choix. En parallèle, j'ai rédigé un testament. Clair, sans ambiguïté. J'y ai inscrit mes volontés avec précision. Pas pour punir, pour protéger. Pour éviter toute manipulation future. Je voulais que ce qui m'appartenait ne devienne jamais un instrument contre moi. Je continuais à jouer mon rôle à la maison. Je souriais, je rendais service. Je répondais vaguement quand Sandrine parlait de projets. Elle se sentait en sécurité. Elle croyait le temps joué pour elle. Chaque soir, je notais l'avancée des démarches dans mon carnet. Une date, une signature, un rendez-vous. C'était ma boussole. Ma preuve que je n'imaginais rien. Je n'ai rien dit à Julien. Pas par cruauté, parce que je savais qu'il n'aurait pas su garder le silence. Sa loyauté était trop fragile, trop partagée. Il aurait trahi sans le vouloir. À mesure que les jours passaient, quelque chose changeait en moi. Je n'étais plus dans l'attente de leur prochain geste. Je n'avais plus peur. J'étais en mouvement, intérieurement. Je n'ai jamais menti. Je me suis contentée de ne plus livrer ma vérité, de laisser les choses suivre leur cours, selon la loi, selon mes décisions. Un soir, en rangeant une enveloppe officielle dans mon sac, j'ai compris que l'essentiel était prêt. Les pièces étaient en place. Il ne restait plus qu'à attendre. Je ne ressentais ni joie, ni vengeance. Seulement une certitude calme, celle d'avoir repris ma place sans bruit. Je continuais à me taire. Mais ce silence-là n'avait plus rien d'une soumission. C'était une stratégie. Le jour où le piège s'est refermé, rien ne l'annonçait vraiment. Pas de tension particulière, pas de dispute en suspens, juste une fin d'après-midi ordinaire, presque paisible, comme celle qu'on croit sans conséquence. Sandrine est rentrée plus tôt que d'habitude. Julien était déjà là. Il parlait dans la cuisine, à voix basse, avec cette légèreté des gens qui pensent que tout est sous contrôle. J'entendais des mots comme organisation, avenir, projet. Leur ton était détendu. Ils se sentaient à l'abri. Je suis restée dans le salon. Sur la table basse, j'avais posé une enveloppe officielle, bien en vue. Elle attendait là, silencieuse, comme une présence. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas appelé. J'ai simplement laissé le temps faire son travail. Sandrine a été la première à la remarquer. Elle s'est figée un instant, comme si quelque chose ne collait pas. Elle a demandé ce que c'était. D'une voix neutre, mais ses yeux trahissaient déjà une inquiétude. Je lui ai répondu calmement que cela me concernait. Julien s'est approché. Il a pris l'enveloppe, l'a retournée, a lu dans la tête. Son visage s'est tendu. Il a ouvert le courrier, parcouru les lignes trop vite, sans encore comprendre. Puis il a levé les yeux vers moi. Il a demandé ce que cela signifiait. Je lui ai dit que la maison était vendue. Le silence est tombé, dense, presque irréel. Sandrine a réagi la première. Sa voix est montée brusquement. Elle a dit que ce n'était pas possible, que je n'avais pas le droit, que nous vivions tous ici. Elle parlait vite, trop vite. Julien répétait que je ne pouvais pas faire ça sans les prévenir. Il parlait de respect, de famille, de décisions communes. Il cherchait encore à se rassurer en invoquant des principes qu'il n'avait jamais vraiment appliqués pour moi. Je les ai regardés sans répondre immédiatement. Je voulais qu'ils ressentent le vide, qu'ils comprennent que quelque chose avait changé sans qu'ils ne l'aient vu venir. Sandrine s'est mise à marcher dans la pièce. Elle parlait du prêt, des engagements pris, des projets en cours. Elle disait que je les mettais en danger, qu'ils allaient tout perdre. Alors je lui ai demandé, d'une voix posée, comment ce prêt avait été monté. Elle s'est arrêtée net. Je lui ai demandé sur quelle base on avait utilisé mon bien comme garantie.
Et surtout, avec quelle signature? Julien a pâli. Il a compris avant elle. Son regard s'est posé sur Sandrine, puis sur moi. Pour la première fois, il ne savait plus de quel côté se tenir. Sandrine a tenté de nier. Elle a parlé de malentendus, de démarches administratives, de détails techniques. Mais sa voix n'avait plus la même assurance. Elle savait que je savais. J'ai sorti mon carnet. Je l'ai posé sur la table. Puis j'ai ajouté une seconde enveloppe, celle que je gardais depuis longtemps. Épaisse, lourde de sens. Je leur ai dit que tout était noté, daté, conservé. Chaque phrase, chaque déplacement de document, chaque tentative déguisée en aide. Sandrine a changé de stratégie. Elle a parlé de ma santé. Elle a suggéré que j'étais confuse, influençable, que quelqu'un m'avait monté contre eux. Elle avançait ses mots avec prudence, comme on prépare une accusation. Julien la regardait, déchiré. Il oscillait entre la colère, la peur et une culpabilité tardive. Il répétait que ce n'était pas ce qu'il voulait, que tout était allé trop loin. Je lui ai répondu que cela avait commencé bien avant ce soir, à là. Que la différence, désormais, c'était que je n'étais plus silencieuse par ignorance. Je leur ai expliqué, sans hausser la voix, que mes comptes étaient sécurisés, que les procurations avaient été révoquées, que le notaire avait tout enregistré, que toute contestation passerait désormais par la loi. Sandrine a crié. Elle a dit que je détruisais mon propre fils, que je brisais la famille, que je me vengeais. Je l'ai regardé longtemps, puis je lui ai dit que je ne me vengeais pas, que je me protégeais, et que cette différence changeait tout. Julien s'est mis à pleurer. Pas des larmes de regret profond, des larmes de perte. Il réalisait que le contrôle lui échappait, que la situation qu'il avait laissé se construire sans agir venait de se retourner. Sandrine s'est tue. Son silence n'était plus stratégique. Il était vide. Je me suis levée lentement. Je leur ai dit que je partirais avant la remise des clés, que tout serait réglé légalement, qu'il recevrait les informations nécessaires par les voies officielles. Je n'ai pas demandé pardon. Je n'ai pas cherché à convaincre. En quittant la pièce, j'ai ressenti quelque chose de précis. Ce n'était pas de la victoire. C'était la fin d'un rapport de force ancien, installé sans que je m'en rende compte. Le piège s'était refermé sans bruit, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur de ce qui allait suivre. L'éclatement familial ne s'est pas fait dans le fracas d'une seule nuit. Il s'est étiré sur des jours, puis des semaines, comme une douleur qui remonte lentement à la surface avant d'être enfin reconnue. Après cette soirée, la maison a changé d'atmosphère. L'air y était plus lourd, les silences plus denses. Sandrine parlait beaucoup au téléphone, dans les pièces voisines, derrière des portes à moitié fermées. Sa voix passait du murmure à l'indignation, puis à une forme de plainte calculée. Elle racontait sa version. Elle répétait que j'avais agi dans son dos, que j'avais trahi la confiance familiale, que je devenais imprévisible. Julien, lui, oscillait. Certains jours, il me parlait avec une douceur forcée, comme s'il espérait encore que je revienne sur ma décision. D'autres jours, il évitait mon regard, disparaissait longtemps, rentrait tard. Je voyais en lui une fatigue nouvelle, une lassitude qui n'était pas seulement la mienne. Il découvrait, peut-être pour la première fois, le poids de ses renoncements. Sandrine a rapidement cherché des soutiens. La famille, les amis, les connaissances. Elle parlait d'âge, de fragilité, de peur. Elle disait qu'elle avait voulu bien faire, que tout avait été mal interprété. Certains l'ont cru. D'autres ont préféré se taire. Le silence, décidément, circulait dans cette famille comme une monnaie commune. J'apprenais ces choses indirectement. Une phrase rapportée. Un message qui restait sans réponse. Des invitations qui n'arrivaient plus. Cela me faisait mal, bien sûr. Mais ce n'était plus la même douleur qu'avant. Ce n'était plus l'humiliation d'être rabaissé. C'était la tristesse de voir une illusion se fissurer. Dans la maison, les tensions entre Sandrine et Julien devenaient visibles. Les disputes éclataient sans retenue. Ils se reprochaient mutuellement ce qui se passait. Le prêt, désormais sans garantie, devenait un problème concret. Les projets se délitaient. Les certitudes aussi. Je les entendais parfois se disputer tard le soir. Je n'intervenais pas. Ce chaos ne m'appartenait plus. J'ai commencé à préparer mon départ. Lentement. Sans précipitation.
Je triais mes affaires avec une attention nouvelle. Je ne gardais que ce qui avait du sens. Des objets chargés de souvenirs, quelques vêtements, mes carnets. Le reste pouvait rester. Je ne voulais pas emporter le passé plus que nécessaire. Un matin, la sœur de Julien est venue me voir. Elle n'avait jamais pris position clairement auparavant. Elle m'a dit qu'elle comprenait. Qu'elle avait observé, elle aussi, certains glissements. Qu'elle regrettait de ne pas avoir parlé plus tôt. Sa voix tremblait légèrement. Ce moment m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Pas parce que j'avais besoin d'approbation, mais parce que cela confirmait que je n'avais pas tout imaginé. Sandrine l'a très mal vécu. Elle a crié. Elle a accusé. Elle a dit que tout le monde se retournait contre elle. Elle se sentait trahie à son tour. La voir ainsi, déstabilisée, aurait pu me procurer une satisfaction amère. Je n'ai rien ressenti de tel. Seulement une distance plus nette encore. Julien s'est mis à douter. Pas seulement de moi, mais de son couple. Les tensions entre eux devenaient impossibles à cacher. Les reproches sortaient, anciens, accumulés depuis longtemps. Je voyais mon fils autrement. Non plus comme un enfant à protéger, mais comme un homme confronté aux conséquences de ses choix. Certains soirs, je ressentais une fatigue profonde. Une fatigue morale, celle qui vient quand on mesure enfin le prix de la lucidité. Je me demandais si j'aurais pu agir autrement, plus tôt, différemment. Puis je me rappelais la procuration, les papiers déplacés, les mots prononcés sans me regarder. Et le doute s'éloignait. Je n'avais pas provoqué cette chute. J'avais simplement cessé de la retenir. Le jour où j'ai quitté la maison, il n'y a pas eu de scène. J'ai pris mes valises. Julien était là, silencieux. Sandrine était absente. Elle avait choisi de ne pas assister à mon départ. Peut-être par orgueil, peut-être par peur. Julien m'a demandé où j'allais. Je lui ai répondu que j'allais vivre. Simplement. Il a hoché la tête. Il avait l'air épuisé, vieilli. Pour la première fois, j'ai senti que quelque chose se séparait vraiment entre nous. Non dans la colère, mais dans la lucidité. Je suis sortie sans me retourner. Dans les semaines qui ont suivi, la famille a continué à se diviser. Des camps se sont formés. Des vérités enfouies ont émergé. Des secrets que je n'avais jamais connus sont remontés à la famille surface. Comme si ma décision avait libéré une parole longtemps retenue. Je n'étais plus au centre de tout cela. Et ce recul, paradoxalement, m'a apporté une paix inattendue. L'éclatement familial avait un goût amer. Mais il avait aussi mis fin à un mensonge ancien. Celui d'une unité maintenue au prix du silence d'une seule personne. À distance, je voyais désormais clair. La famille ne s'était pas brisée parce que j'avais agi. Elle s'était brisée parce qu'elle reposait sur une injustice trop longtemps tolérée. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais étrangère à ce chaos. Non coupable, non responsable, simplement libre. Ma nouvelle vie a commencé sans bruit, presque timidement. Pas de grandes décisions annoncées, pas de discours intérieur triomphant. Juste une clé dans une serrure inconnue, un sac posé près d'un mur, et cette sensation étrange d'entrer quelque part sans devoir s'excuser. J'avais choisi un petit appartement près de la mer, rien de luxueux. 2 pièces claires, un balcon étroit, et cette odeur d'air salin qui s'infiltrait dès que j'ouvrais la fenêtre. Je n'avais pas cherché un refuge, mais un endroit où mon souffle ne serait plus surveillé. Ici, personne ne savait qui j'étais avant, et cela me convenait. Les premiers jours, j'ai vécu lentement. Trop lentement, peut-être. Comme si mon corps devait réapprendre qu'il avait le droit de ne pas se presser. Je me levais sans réveil. Je buvais mon café face à la lumière du matin. Je regardais les passants, sans imaginer ce qu'ils attendaient de moi. Cette absence d'attente était nouvelle, presque déstabilisante. Je marchais beaucoup, le long de la promenade, sur les chemins de sable encore frais. Marcher m'aidait à remettre de l'ordre dans mes pensées. À chaque pas, je sentais quelque chose se détacher. Une phrase blessante, une image, une peur ancienne. Rien ne disparaissait d'un coup, mais tout devenait moins lourd. Il y avait, bien sûr, des moments de tristesse, des soirs où le silence paraissait trop vaste. Je pensais alors à André, à ce qu'il aurait dit en me voyant ici. Je pensais aussi à Julien, à l'enfant qu'il avait été, à l'homme qu'il n'avait pas su devenir pour moi. Ces pensées me traversaient sans m'engloutir.
Elles existaient. Simplement. J'ai repris l'habitude d'écrire chaque matin. Non plus pour me défendre, non plus pour me souvenir des humiliations. J'écrivais pour ancrer le présent. Les bruits de la rue. Le goût du pain encore chaud. Les visages croisés sans histoire. L'écriture n'était plus une arme. Elle redevenait un lieu sûr. Les liens se sont tissés doucement. Une voisine, d'abord, qui m'a aidé à porter un sac trop lourd. Puis la boulangère, qui a appris mon prénom et me gardait parfois une miche croustillante. Rien d'extraordinaire, juste des relations sans dette, sans passé, sans pouvoir. Un après-midi, Lola est venue me voir. Elle était accompagnée de sa tante. Elle a couru vers moi sans hésitation, comme si la distance n'avait rien effacé. Elle m'a serré fort, longtemps. Elle n'a pas posé de questions compliquées. Elle a simplement dit qu'ici, ça sentait la mer et que ça lui faisait du bien. Dans ses yeux, je n'ai vu ni reproche ni confusion, juste une affection intacte. J'ai compris alors que tout n'était pas perdu, que la transmission ne passe pas toujours par la proximité quotidienne. Parfois, elle passe par l'exemple silencieux. Je ne savais pas encore si je pardonnerais totalement. Le pardon est un mot qu'on utilise trop vite. Je découvrais qu'il peut aussi attendre. Qu'il n'est pas une obligation morale, mais un choix intime, qui arrive quand il est prêt, ou pas du tout. Je n'éprouvais plus de colère active. Mais je n'avais pas non plus le désir de renouer à tout prix. La sérénité que je construisais était fragile. Je la protégeais. Je n'étais plus disposée à la sacrifier pour une idée abstraite de la famille. Ah oui, des nouvelles me parvenaient encore, parfois. Des tensions persistantes. Des regrets tardifs. Des silences lourds. Je les recevais, sans m'y attarder. Ce n'était plus mon champ de bataille. J'avais quitté ce terrain à là. Je me concentrais sur ce qui était là. Les saisons qui changeaient. La lumière qui se déplaçait sur les murs. Les gestes simples que je faisais désormais pour moi seule. Je redécouvrais une dignité tranquille, celle qui ne dépend pas du regard des autres. Un soir, assise sur le balcon, j'ai réalisé que je ne pensais plus à ce que j'avais perdu, mais à ce que j'avais gagné. De l'espace, du temps, une voix intérieure qui ne tremblait plus. Je n'étais pas devenue plus forte au sens spectaculaire, je n'avais pas vaincu quelqu'un, j'avais cessé de me perdre. Cette nouvelle vie n'était pas une revanche éclatante. C'était une reconstruction lente, discrète, mais profonde. Une renaissance sans bruit, à l'image de celle que j'avais toujours portée en moi. Je regardais l'horizon avec une paix encore fragile, mais réelle. Et pour la première fois depuis longtemps, je marchais dans une direction que j'avais choisie. Il y a des fins qui n'ont rien de spectaculaire, pas de révélation publique, pas d'aveu tardif mis en scène, pas de triomphe éclatant. Il y a seulement un apaisement progressif, presque discret, qui s'installe quand on cesse enfin de lutter contre ce qui n'était pas juste. Je vis ici depuis assez longtemps maintenant pour sentir que quelque chose s'est stabilisé en moi. Les jours ne sont pas tous légers, mais ils sont honnêtes. Je ne me réveille plus avec cette boule dans la poitrine. Cette inquiétude, sourde de mal faire, de déranger, de ne pas être à la hauteur d'attente que je n'avais jamais choisie. Le temps a changé de nature. Il ne me presse plus. Il ne me menace plus. Il avance à mon rythme, parfois lent, parfois silencieux, mais il m'appartient. Je peux rester longtemps assise sans culpabilité. Je peux ne rien faire sans me justifier. Cette liberté-là, je ne savais même pas qu'elle me manquait. Il m'arrive encore de repenser à la maison, à ce qu'elle représentait. Pas comme un bien, mais comme un symbole. Celui de tout ce que j'avais construit, protégé, entretenu sans jamais réclamer de reconnaissance. Je ne regrette pas de l'avoir quittée. Je regrette seulement d'avoir cru, si longtemps, qu'elle me protégeait alors qu'elle était devenue une monnaie d'échange. Julien m'a écrit de nouveau. Une lettre plus longue cette fois, moins confuse. Il parlait de fatigue, de désillusion, de ce qu'il n'avait pas voulu voir. Il disait qu'il comprenait mieux maintenant, qu'il regrettait. J'ai lu sa lettre lentement, sans colère, sans espoir excessif non plus. Ah,